Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de SciFam. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle et robotique. Si la conception des premiers automates semble bien plus ancienne qu'on pourrait le penser, quand on imagine la robotique dans la fiction, on a surtout en tête l'œuvre d'Isaac Asimov. Il faut dire que, depuis la transformation industrielle, on voit l'humain cohabiter de plus en plus avec la machine. Et l'accueil qui lui a été réservé n'a pas été moins partagé que celui du vaccin ARN un soir d'hypothétique Noël en famille. La première peur que le robot suscite, c'est le revers de ce pourquoi il a été créé. Il remplace l'humain dans son travail. Bah oui, c'est tout l'intérêt. Mais quand toute la société nous définit par rapport à notre travail, à notre fonction, on vit dans l'angoisse de la perdre. Cette peur de perdre notre travail a grandi dans l'imaginaire collectif, aidé par la créativité des auteurs de fiction. Entre le monstre de Frankenstein et iRobot ou Matrix, on part très loin dans les scénarios catastrophes où l'objet créé devient un être vivant et indépendant, capable de remplacer l'humain à tous les niveaux, y compris littéralement parlant. Après la peur d'être remplacé dans son travail, on se met à avoir peur d'être remplacé tout court par une machine qui nous surpasse à la fois physiquement et intellectuellement. On a inventé le concept d'IA forte. Et c'est là que les choses ont commencé à déraper. Dans la fiction, on s'est mis à voir des robots méchants acquérir des capacités très humaines, mais aussi cruelles, de réflexion, de stratégie et de manipulation. Le robot est devenu une intelligence artificielle et les deux termes ont commencé à se confondre. Si on veut démêler tout ça, comprendre le pourquoi du comment et les réels enjeux et défis de notre temps, il faut commencer par bien comprendre les origines. C'est quoi un robot? C'est quoi une IA? Il y a plein de façons de définir un robot. En fait, c'est comme presque tout. Il n'y a pas eu une apparition soudaine et spontanée de la robotique. Il y a eu la naissance du concept, les premiers automates physiques et l'ajout de technologies au fur et à mesure jusqu'à poser le mot robot. Pour le concept, on pourrait donc repartir du mythe de Galatée. Galatée, c'est la statue de Pygmalion à qui Aphrodite a donné vie pour combler la détresse amoureuse de son sculpteur. On s'abstient de commenter. Non mais attends, si, là il faut qu'on en parle, c'est trop bizarre, non? C'est le premier être artificiel auquel on pourrait penser avec les différentes créatures d'Héphaïstos, toutes inspirées de l'humain, de l'animal ou d'un objet du quotidien auquel on aurait ajouté l'automatisation. C'est donc un concept qui remonte à loin et, jusqu'à la domestication de l'électricité, on compte un certain nombre d'automates mécaniques, animés par mouvements de pendule, hydraulique, vapeur ou air comprimé. C'est magnifique à voir. Le premier automate connu, considéré en tant que tel, est le pigeon volant d'Archytas de Tarente. Il correspond à la définition de l'automate biomimétique. Il reproduit les mouvements d'un être vivant. En revanche, il n'exécute pas réellement de séquence d'actions prédéterminées. Il se contente de foncer et au mieux planer un peu. En fait, une arme à feu n'est pas bien différente sur le principe. Après, on peut citer le chevalier mécanique de Léonard de Vinci, le canard digérateur de Jacques Vaucanson. Oh, un robot qui fait caca? Mais c'est dégueu! Et ces métiers à tisser qui ont inspiré Jacquard près de 50 ans plus tard. Là, l'automate a bien remplacé des mains humaines, mais ne ressemble à rien de vivant. C'est l'automate au sens propre du terme, au sens automatique. On peut donner à ce métier à tisser une suite d'instructions au travers de cartes perforées dont l'utilisation a été transposée des orgues de barbarie au tissage. Les cartes perforées, ça vous dit quelque chose? Bon, merci Captain Obvious, on en arrive à parler informatique et programmation. Mais ce qu'il faut que vous reteniez aussi dans toute cette histoire, c'est que les constructeurs et constructrices d'automates ont eu deux approches différentes. Une volonté première d'imiter le vivant, ou une volonté première d'automatiser une tâche. Et cette dualité a perduré jusqu'à notre débat d'aujourd'hui et contribue à maintenir la confusion. Même le terme robot, qui a été introduit en 1920 par les frères Čapek, signifiait travail en slave de l'époque, mais a été utilisé dans leurs pièces de théâtre pour désigner des cyborgs, des machines biologiques en l'occurrence peu empathiques, plus intelligentes que nous et occasionnellement capables d'aimer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle robot, c'est un assemblage de mécanique, d'électronique et d'informatique conçu pour effectuer automatiquement une suite relativement complexe de tâches. Un robot, c'est classiquement composé d'une source d'énergie, d'un actionneur, de circuits électriques, de capteurs et d'une unité centrale pour chapeauter le tout et éventuellement faire un petit travail d'adaptation au contexte. Donc ça c'est un robot, ça c'est un robot, ça c'est un robot, ça c'est un robot, ça c'est un robot.
C'est un peu agaçant car toutes les définitions françaises que j'ai trouvées font référence à des tâches humaines. Pourtant, on est tous et toutes d'accord pour dire qu'un missile téléguidé ou des drones n'ont rien d'humain et réalisent des tâches qu'on ne voudrait ni ne pourrait faire. Un robot, a priori, c'est bête. Soit il est programmé pour faire toujours la même tâche, soit il a les capteurs minimaux pour comprendre quel est le bon moment pour donner du savon. Ou pas. C'est pas de l'intelligence, c'est une réaction programmée à un contexte perçu par un capteur. Et c'est pas non plus systématiquement un robot anthropomorphe. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle les androïdes. Et là, si vous le pouviez, vous me parleriez sans doute de Nao, de R2D2, de Baymax ou de Orisa, qui sont des robots intelligents. Et quid de Nao, R2D2, Baymax ou Orisa, qui sont des robots intelligents. Et c'est donc le moment où on va basculer sur c'est quoi l'intelligence artificielle. En gros, très gros, ce qu'on appelle intelligence artificielle ou IA, c'est une machine capable d'imiter l'intelligence humaine de façon convaincante. On se rend compte tout de suite que la définition est très très large. Déjà parce qu'il y a mille et une façons de caractériser l'intelligence humaine, mais aussi parce qu'on est totalement biaisé sur le sujet. Je vous explique. Lorsqu'on a posé la question de l'intelligence humaine, on a posé la question de la légitimité à se faire appeler humain et à obtenir les droits associés. Jusqu'au début du XXe siècle, et encore maintenant, il n'était pas rare d'entendre que les femmes n'avaient pas leur place en politique et dans les sciences car elles étaient moins intelligentes. What? C'était pareil avec les personnes non occidentales. On trouvait alors plein d'études qui permettaient de justifier ce postulat et qui étaient complètement faussées. L'intelligence, sa mesure et sa définition étaient alors intrinsèquement des outils politiques. Et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui. Si on devait définir l'intelligence, on pourrait regrouper la logique, le langage, l'empathie, le calcul et la mémoire dans un groupe de capacités cognitives spécialement développées pour l'adaptation à l'environnement. Dans un environnement social comme le nôtre, l'intelligence est ce qui nous permet de cohabiter, gagner de l'argent, rester sain et se reproduire. Tout ce qui sort de la norme et qui dépend plus ou moins du cognitif est considéré comme un écart à l'intelligence. Combien de personnes ont été qualifiées de débiles alors qu'elles étaient simplement myopes, dyslexiques, hypersensibles ou autistes? Même une personne qui se cognerait tout le temps dans les meubles serait moquée par son entourage alors que potentiellement son handicap n'est que moteur. Aujourd'hui, on a réussi à identifier différents aspects pour mesurer l'intelligence dont on parle tant, ce qui permet de nuancer notre propos. Il n'est pas débile, il avait juste besoin de lunettes. Elle n'est pas stupide, elle est juste dyslexique, mais c'est très bien calculé. Ok, donc l'intelligence est une notion complexe dont la définition est encore en évolution. Et je n'ai parlé que de l'intelligence humaine. Parfois, je pense que mon chat est plus intelligent que moi. Donc, première ambiguïté quand on parle d'intelligence artificielle, on cherche à évaluer des capacités comparativement aux nôtres. Ensuite, si on prenait la logique par exemple, on serait incapable de battre une machine aujourd'hui. Normal, elles ne sont que logiques. Pour notre ego, c'est chaud. Donc on minimise et on se dit qu'à partir du moment où on comprend comment la machine fonctionne, c'est que c'est de l'algorithmique bête et méchante. Trouver le chemin le plus rapide pour faire Nice-Grenoble en voiture, à un moment, ça relevait presque de la magie. Donc, quand le GPS calculait bien, on appelait ça de l'IA. Aujourd'hui, on a développé beaucoup d'algorithmes pour résoudre les problèmes de plus court chemin, et combiné avec des estimations basées sur de nombreuses données, ça ne nous impressionne plus du tout, et c'est sorti du domaine de l'IA. Bien tout ça, ça porte un nom, et elles sont pas allées chercher bien loin, c'est l'effet IA. C'est tellement narcissique. En fait, il n'est intelligent que ce qui est au moins aussi bon que nous, quoi. Et qu'on ne comprend pas. Ça va donner quoi quand on comprendra à 100% le cerveau humain? On ne sera plus que des machines bêtes et méchantes? Peut-être que la peur de se retrouver face à notre propre simplicité n'est compensée que par notre rêve de devenir des dieux et de comprendre la grande œuvre. Bon courage pour sortir du dilemme. Vous avez 4 heures. Bon, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est d'intelligence. Appliqué à la machine, c'est en fait ce qu'on appelle intelligence artificielle forte, ce qui pourrait aboutir à une singularité. C'est-à-dire des machines suffisamment intelligentes pour créer d'autres machines encore plus intelligentes jusqu'à que l'humanité soit réduite à une existence accessoire et inférieure. C'est ce qu'on voit beaucoup dans la fiction, c'est ce qui nous fait peur, mais la vérité est bien moins dopaminergique. À tes souhaits. Si je vous ai parlé d'IA forte, c'est qu'en opposition, on retrouve une IA faible. C'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour faire tout ce qu'on appelle IA dans l'industrie. C'est la seule IA matérielle qui existe vraiment, le reste n'est que du concept, la suite du mythe de Galatée. Si on reprend notre définition au moment où on comparait le GPS à de la magie,
L'IA faible, c'est exactement ça. Des super outils mathématiques basés sur les statistiques et la théorie des graphes qui nous permettent d'effectuer très rapidement des tâches calculatoires précises. En fait, à cause de l'effet IA dont on parlait, aujourd'hui, on ne considère comme une IA faible que les méthodes de calcul qu'on a encore du mal à totalement comprendre. Le reste, c'est au mieux des statistiques ou de la logique. Donc si on considérait jadis le premier chatbot Elisa comme IA, aujourd'hui on en rigole. Et on garde précieusement le terme pour ne parler presque que des applications d'une méthode dont on ne cesse de vous rebattre les oreilles, les réseaux de neurones. Et avant de vous expliquer ce que c'est, je tiens à vous faire remarquer qu'on a le même billet pour la robotique que pour l'IA. On surclasse beaucoup plus facilement les systèmes bio-inspirés. Encore un coup de notre ego, si bémol. On rentrera dans les détails dans une vidéo dédiée à ça, mais pour que vous ayez une idée de la chose, les réseaux de neurones artificiels, c'est des séries de calculs qui vont tester des valeurs de paramètres, regarder à quel point ils se sont trompés et recommencer en boucle, en essayant de se rapprocher d'une combinaison de paramètres qui colle le plus possible aux données qu'ils essayent de modéliser. Modéliser, ça veut dire trouver des règles générales qui vont permettre de tirer des conclusions à partir de nouvelles observations. Par exemple, j'ai des mandarines et des bananes chez moi. Je vais remarquer que les mandarines c'est orange et que les bananes c'est globalement jaune. Donc si on me ramène une autre mandarine, même si elle est plus grosse, je me dirais que c'est quand même plus probablement une mandarine qu'une banane. Par contre, si on me ramène un citron et que je n'ai appris à distinguer que les couleurs, je vais alors mettre le citron parmi les bananes. D'où l'importance du choix des données et des variables sur lesquelles les réseaux de neurones vont apprendre. Ces réseaux de neurones permettent d'effectuer des tâches chouettes pour lesquelles ils sont spécifiquement programmés. Génération de texte pour les chatbots, reconnaissance de visage pour les caméras de surveillance, estimation de la configuration des molécules pour la pharmacologie, optimisation des trajets, simulation de la marche, prévision météo, etc., etc. On est quand même encore très loin du cerveau humain, de ses capacités et de son fonctionnement. Ne serait-ce que parce que les réseaux de neurones artificiels sont conçus pour une tâche bien précise, dans laquelle ils peuvent dépasser l'humain, mais ils échouent lamentablement à diversifier leurs compétences. Donc, pour conclure, lorsqu'on parle d'IA, on peut désigner majoritairement deux choses. 1. Le champ très large de l'intelligence artificielle qui regroupe l'IA faible et l'IA forte. Ces aspects philosophiques, éthiques, politiques et économiques dont on parlera plus tard. Ou 2. La petite partie de l'apprentissage statistique qu'on appelle encore IA, car suffisamment compliqué à comprendre ou à expliquer. Bon, vous l'aurez compris, Nao, R2D2, Baymax et Orisa sont bien des robots. Ce sont des robots, sauf que la complexité des tâches qu'ils avaient à effectuer nécessitait d'améliorer un petit peu leur unité de commande et d'intégrer une IA faible ou forte selon le cas. Dans la fiction, ces robots vont jusqu'à avoir un caractère et des objectifs qui leur sont propres. Dans la réalité, toutes les parts de Nao, ou même de Sophia, ont été conçues par des humains et sont donc limitées par l'état de leurs connaissances et de leurs compétences. Alors oui, avec la programmation et l'apprentissage statistique, aujourd'hui, un robot tondeuse est capable de distinguer un brin d'herbe d'un doigt de pied. Nao peut imiter une marche, et Sophia peut synthétiser la voix d'une femme pour s'exprimer. Mais si vous n'êtes pas capable d'expliquer simplement les caractéristiques d'un sujet que vous voulez lui apprendre, ou que vous n'avez pas 14 523 250 383 exemples formalisés à lui présenter, le robot sera incapable de l'assimiler. Les robots humanoïdes sont très impressionnants pour le show, mais ils sont loin de représenter l'état de l'art en intelligence artificielle et en robotique. Pour vous donner des exemples de machines à la pointe de la technologie, je peux citer les robots chirurgiens qui sont pilotés par des chirurgiens et chirurgiennes spécialisés et permettent d'apporter plus de finesse, de précision et d'endurance aux équipes du bloc opératoire. Les voitures autonomes qui marchent très bien, mais dont le dernier défi reste d'anticiper les erreurs des humains autour d'elles. Les algos qui arrivent à créer des visages ou des peintures de toutes pièces. D'autres qui arrivent à deviner comment vous réfléchissez en regardant le mouvement de vos yeux. Une IA qui arrive à reconstruire les images vues par quelqu'un à partir des signaux cérébraux. Une autre IA qui arrive à prédire quand une machine va tomber en panne plusieurs jours à l'avance. Les publicités ciblées qui analysent vos préférences, votre âge, votre genre et vos opinions politiques et vous suggèrent d'acheter un test Clearblue si vous êtes une femme de plus de 16 ans et que vous achetez des fraises, ou d'adhérer à un nouveau groupe BDSM si vous avez eu le malheur de chercher une laisse pour votre chien sur internet. Ok, ça fait beaucoup à digérer. Si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est que IA et robots, d'un point de vue technique, c'est totalement différent. Les robots peuvent s'aider d'une IA pour réaliser certaines tâches, mais ils peuvent aussi réaliser les tâches les plus simples tout seuls ou téléguidés par des humains. De la même manière, une IA n'a pas besoin d'un robot pour donner des résultats. Mais si on veut qu'elle traduise ces résultats dans l'espace physique, alors il faut la rattacher à un support robotisé.
Les définitions d'IA et de robotique continuent d'évoluer, et de nouveaux termes apparaissent et apparaîtront encore pour permettre à la langue d'évoluer en même temps que ces technologies. Mettez-nous en commentaire vos définitions de la robotique et de l'IA. Est-ce que cette vidéo vous a permis d'avoir un autre angle de vue sur la question ? On se revoit bientôt pour parler état d'art, applications techniques et enjeux de l'IA. Allez, tchou! À tes souhaits, 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 c'est mieux comme ça.